Bienvenue, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. Je suis ravie d'accueillir Lorraine de Marelle, Marelle Accompagnement en entier. Alors on est ici, comme vous le voyez à l'image, en mode vraiment chill, c'est le petit-déj. On commence la journée tranquille avec du plaisir. Voilà, tout simplement. Vous entendrez très certainement les cuillères, les tasses, la petite brioche et tout ça. Ou alors le chat aussi qui viendra très certainement. Ou moi qui peux éventuellement me moucher. Voilà. Donc vraiment vous êtes en immersion avec nous aujourd'hui. Et puis écoutez, c'est parti, on va passer un moment très chouette ensemble. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Lorraine, comment tu vas? Salut Zoé. Je vais bien, je te remercie. Je te disais en arrivant que j'étais un peu dans le brouillard avec ma voix, mon nez qui est pris, mon rhume, tout ça. Et en même temps, je trouve que c'est un petit moment réconfortant là, de venir ici avec la brioche que tu as faite, qui est hyper moelleuse, tu vois, enveloppante, le thé. Donc pour moi, c'est un petit moment ressource là que je vais passer avec toi. Ah, c'est cool, c'est trop bien. C'est un peu l'objectif du podcast là. On va pas se mentir, on se pose et effectivement on va aborder des choses difficiles. Souvent, le podcast sur le deuil et la mort, c'est ça. Mais l'idée c'est de le faire le plus simplement possible, sans tabou, sans prise de tête et tout simplement d'être là. Voilà, pour partager les choses. Alors Lorraine, raconte-nous un peu. Alors Marelle Accompagnement, c'est quoi? Comment c'est venu, qui tu es, ce genre de choses. D'accord. Raconte. Ok, je vais raconter, je vais peut-être remonter un petit peu plus loin pour expliquer le contexte. Donc oui, je m'appelle Lorraine et j'ai fondé mon auto-entreprise Marelle Accompagnement ça va faire 1 an que je suis matriculée. Mais à l'origine, j'ai pas du tout toujours fait ça. J'ai un parcours, j'ai fait des études pendant 8 ans. Dans le droit et jusqu'à obtenir mon diplôme de notaire, donc le diplôme supérieur du notariat. J'ai bien aimé, mais j'ai pas kiffé non plus ces études-là. J'étais studieuse quand même, j'étais très scolaire, je voulais faire plaisir à papa, à maman, qui eux n'avaient pas fait d'études, qui n'avaient même pas leur brevet des collèges. C'était pour eux, c'est pour eux, je pense, quelque chose de lourd un peu, je cherche le mot, tu vois. Mais je pense qu'on se fait une idée du notariat. Ouais. C'est lourd, quand oui, même. Oui. Je pense que le mot est bien choisi. Mais ce que je voulais dire, c'est que eux, voilà, ils complexaient dans le fait de ne pas avoir fait d'études, de ne pas avoir eu leur brevet ni le bac. Et peut-être inconsciemment, pour compenser ça, j'étais studieuse et j'ai fait des études longtemps. Oui, c'est lourd quand même, c'est 8 années d'études. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi, parce qu'il y avait des soirées à Noël, moi je l'ai passé à réviser parce qu'il y avait les partiels. Voilà. Donc, ouais. Entre la dinde et le fromage. Non, mais les partiels en janvier, faut arrêter. Ouais, vraiment. C'est un scandale. Et voilà, donc j'ai été jusqu'à mon diplôme de notaire et j'ai travaillé pendant 9 ans dans une étude avec, il y avait 4-5 associés, moi j'étais notaire assistant. J'ai adoré ces années-là, même s'il y avait pas mal de stress. Franchement, on est soumis à beaucoup de stress, que ce soit de notre patron qui lui-même subit le stress des clients, indirectement des clients dont on s'occupe. Mais c'était un bon stress, une bonne dynamique, j'avais des collègues adorables. Et puis ensuite, j'ai fait une petite pause et en fait là je fais une parenthèse perso, mais pour moi c'est hyper important de le raconter parce que ça donne du sens. C'est que j'ai fait des FIV pour avec mon mari, on a fait des FIV pour avoir notre fille. C'était très long, un parcours assez compliqué, et à cette époque là donc je travaillais à l'étude et je faisais des allers-retours à Paris pour faire les FIV. Je prenais le train tous les 2 jours pour aller faire des échos, des prises de sang là-bas, des contrôles. Et ça me désorganisait dans mon travail et j'aimais tellement mon patron, mes collègues, que je voulais pas leur imposer ce rythme-là. Donc j'ai démissionné pour me consacrer vraiment à ces 4 mois de FIV qui n'ont pas marché à l'époque, mais depuis je suis maman, je fais la petite parenthèse pour rassurer s'il y en a qui étaient inquiets ou pas. Mais en tout cas moi c'était ma volonté, donc happy end. Alors cool. Non, je ne fais pas référence à Sarah Dumont. Mais en disant... il faut qu'on t'explique. Attends, tu vas trop vite.
Vas-y. Alors c'est très drôle que Lorraine prononce ces mots d'Happy End pour parler de ce parcours pour devenir maman. Parce que tu t'es formée avec Happy End Life, qui est donc, je sais plus, c'est un assos. Alors en fait, ouais, c'est d'abord c'est une plateforme, Oui. happyend.life, une plateforme d'information sur la mort et sur le deuil. Et il y a aussi une association qui anime les apéros de la mort dont je fais partie. Voilà. On en reparlera. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet. Ouais. Mais c'était important parce que c'était voilà. Oui, sinon ça faisait une petite private joke. Voilà. Et les films n'ont pas marché à ce moment-là, et donc j'ai cherché un métier, un autre travail pour avancer, et puis pour découvrir aussi un autre milieu. Donc j'ai été responsable d'un service juridique et du développement d'une enseigne de restauration rapide pendant 4 ans. Et c'était très enrichissant, j'ai découvert un autre monde, un monde plus axé dans le commercial, vraiment aller démarcher, acheter des terrains pour construire des nouveaux restaurants. Voilà. Et ça s'est terminé, et là je me suis de nouveau posé la question que je m'étais toujours posée depuis toute petite, c'est j'ai envie de travailler dans l'accompagnement de la fin de vie, du deuil. Les petites on me disait c'est pas un métier, ça n'existe pas, c'est soit t'es médecin, soit t'es infirmier, soit t'es soignant, assistante sociale, psychologue, mais moi c'était pas ça que je voulais, c'était autre chose. Moi j'aimais bien aller m'asseoir à côté des personnes âgées à l'EHPAD, les écouter parler, et donc c'est revenu régulièrement dans ma vie. Et là, c'est vraiment revenu d'une façon particulière, c'est que donc je ne travaillais plus depuis quelques semaines et mon mari m'offre un roman. Et il me dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait des bonnes critiques, je te l'ai pris. Et ça s'appelle Le livre des 2 chemins, de Jodi Picoult. Donc je le lis, il fait beau, je suis dehors, et là, je vois dans le livre que la fille, le personnage principal, elle est Tanadoula. Déjà, premièrement, je découvre le nom, et je découvre que ce que j'ai toujours voulu faire existe. Alors en l'occurrence, le livre il se passe aux États-Unis, et là je me mets à faire des recherches sur internet, je vois que ça existe au Canada, aux États-Unis, en Suisse, et depuis très peu de temps en France. Je ferme mon bouquin, une fois que j'ai pas plus avancé que ça. J'ai pris mon ordinateur, j'étais vraiment en mode action, et j'ai cherché une formation pour devenir Tanadoula. Et j'ai appelé, je crois que j'étais inscrite dans la semaine à la prochaine session de formation qui a eu lieu à Besançon pendant 9-10 mois. À l'Institut Deuil. Foncé, ouais, mais vraiment foncé. Wow. Alors le soir, mon mari rentre du travail, je lui dis, il s'est passé tout ça dans cette journée, mais c'est ça. entre le livre, l'inscription qui commence dans 15 jours, le nouveau métier dont personne n'avait entendu parler jusqu'à présent. Et en même temps, il était très soutenant et encourageant de se dire chouette, allez, vas-y, quoi, banco. Génial. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma formation pour devenir Tanadoula. C'est incroyable cette histoire. Rien que ça, là, en vrai, le livre, franchement, on parlait de signes tout à l'heure. Ah bah oui. Ah bah, et il l'a choisi au hasard. Oui, voilà, le hasard qui fait bien les choses. De façon très improbable, quoi. Ça a été vraiment un déclic, ce livre. Incroyable. Mais c'est même... il y a effectivement ce côté un peu signe, mais il y a aussi ton mari qui est en mode vas-y fonce. Ouais. Tout le monde n'aurait pas eu cette réaction-là de dire je rentre le soir de façon totalement quotidienne et ma femme m'annonce qu'elle part 9 mois à Besançon pour une formation. Alors c'était c'était beaucoup en visio, il y avait une partie en visio, beaucoup en visio et une partie en présentiel, donc ça va. Oui, mais quand même t'as raison de le soulever. Et déjà mon mari il est hyper soutenant, je pourrais lui dire, je sais pas, je fais n'importe quoi d'autre, maraîcher, ok cool. Mais, petit bémol, il déteste le sujet de la mort. Donc là, quand même, il m'a dit chouette, mais par contre le sujet... Promis, on n'en parle pas le soir, la nuit, tout ça. Déjà de base, faut pas en parler pour lui dékiffer un peu nuit, mais là il me dit quand même, en plus tu choisis le sujet que j'aime pas, quoi. Alors à ce qui paraît, on est toujours attiré par ce qui nous fait peur. Ah ouais, sans doute. Donc si t'es là avec lui aujourd'hui, peut-être que c'est parce qu'il a des choses à travailler tout simplement. Certainement. Ouais. On a tous les deux des choses à travailler, et on s'apporte tous les deux, c'est sûr. Et peut-être sur ce sujet-là pour lui, et pour moi. C'est peut-être même juste tout simplement un côté rassurant aussi pour lui, parce qu'il sait que le jour où il sera confronté, peu importe de la manière, et pourquoi, et quand, etc., il sait que tu seras là. On a même pu ouvrir des discussions qu'il n'aurait jamais eues, même encore il y a quelques jours. Je lui ai dit, mais concrètement, t'as pas été assez clair quand même sur tes volontés. J'aimerais qu'on écrive, que tu me redises, on ne sait jamais.
t'as raison, faut que je le fasse aussi. Et c'est fait, il l'a fait. Et donc, pour lui, c'était vraiment difficile à faire. Enfin, pour lui, pour tout le monde. Hein. Même pour moi, c'est pas évident. Hein. Tu vois, tu te mets face Ah bah bien sûr. à ta propre finitude. On a beau travailler dedans, être à l'aise, entre guillemets, avec le sujet. Quand ça te concerne, j'en parlerai tout à l'heure pour l'application Messenger, si tu veux, Ouais. pour en parler. Quand il était question de faire ma propre application, enfin, mon profil, quand Yannick, le fondateur, m'a dit bah, vas-y, fais-le. Pardon ? Attends, mais excuse-moi, t'es en train de considérer que moi, je suis mortelle ? Ah non, parce qu'alors accompagner les gens, je veux bien, mais moi, t'exagères un peu là. Mais c'est marrant parce que ça rejoint tellement, je trouve, des sujets qu'on a pu aborder aussi sur le podcast, du soignant, la position et le positionnement du soignant. Il est tellement important par rapport à lui, au fait, où est-ce qu'il en est, par rapport à ce rapport à la mort, par rapport aux soins, par rapport à l'échec aussi, hein, parce que soigner les gens, c'est une chose, mais des fois, ça marche pas. C'est une réalité. Et comment on peut aborder les choses, comment on avance là-dessus, comment on accepte aussi, parce que c'est un risque qu'on court au quotidien, je pense, quand on fait de l'accompagnement, c'est l'échec. Voilà, à quel point tu es capable de l'accepter, comment tu le gères, etc. C'est très très important. Oui, à quel point tu peux en faire ressortir, comme le livre de Charles Pépin, des vertus, tu vois, les vertus de l'échec. C'est ça. Et c'est un peu fort comme terme l'échec, mais oui, je vois ce que tu c'est voilà, c'est pas parvenir à ce que tu aurais souhaité. Voilà, c'est ça. Et les soignants, effectivement, j'en forme quelques-uns en plus en soins palliatifs, et on sent, ils sont conditionnés, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignantes, pour guérir. Leurs études, c'est fait dans cette optique-là. Donc pour eux, être dans le palliatif, c'est un gros changement de paradigme qui est pas évident. Bah, complètement. Complètement. Et puis c'est qui tout double de toute façon. C'est soit tu vas kiffer parce que ça va prendre du sens pour toi, ou pas. Et donc généralement dans ces services-là, il n'y a que des gens passionnés, parce que si tu l'es pas, tu peux pas rester et endurer, c'est hyper, hyper difficile. Ah bah complètement. Complètement. On va passer encore un peu de temps sur ton parcours. Oui, parce que c'est vrai qu'il est fini. Parce que t'es partie quand même à nous dire que depuis toujours, t'aimais bien t'asseoir auprès des personnes en fin de vie, des personnes âgées à l'époque, etc. Moi je trouve ça assez dingue. J'avais 8 ans quoi. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être je peux raconter ce que je faisais, mais je peux pas dire pourquoi, je sais pas pourquoi. Je peux pas expliquer cette forme d'attrait ou le fait que je me sente bien à côté de ces personnes. Donc moi j'habitais dans un quartier où il y avait que des EHPAD. Il y avait même un hôpital psychiatrique, et je passais c'était très ouvert. Maintenant ils ont un peu fermé l'espace, mais c'était très ouvert, il y avait des bancs, et les personnes, les résidents des maisons de retraite prenaient l'air souvent, s'asseyaient sur des bancs, et moi, dès que je passais, je m'asseyais à côté, au soleil, comme ça, et tout de suite une discussion qui s'engageait. La personne était ravie qu'une jeune personne vienne s'asseoir, n'ait pas peur, parce qu'il y en a qui fuient un peu des personnes âgées, surtout quand on est petit. Et là, je passais beaucoup de temps, je revenais les voir. Il y en a qui étaient, pour ceux qui étaient dans l'hôpital psychiatrique, qui me faisaient des petits dessins. Vraiment une relation qui s'est instaurée sur du long terme avec toutes ces personnes-là. Mais je le faisais aussi dans la rue dans laquelle j'habitais. J'allais voir les personnes âgées, ils me faisaient des gâteaux à 4 heures. Trop bien. Vraiment, je passais beaucoup de temps avec eux, et j'ai passé aussi beaucoup de temps avec mes grands-parents. Je pense qu'il y a ça aussi quand j'étais petite, des vacances chez eux. Et ce que j'aimais, c'était de leur apporter un peu de conneries au quotidien. Un peu vraiment leur mettre la baraque sans dessus-dessous, mais leur mettre de la vie. C'est-à-dire que mon grand-père qui est décédé là au mois de décembre, il était fan de météo, donc il faisait les relevés météo tous les jours sur son calendrier, il notait tout ce qu'il avait récolté dans son potager, et nous avec ma cousine on lui retournait tout, on lui inversait tout. Je me dis avec le recul, ça devait le saouler. Mais nous on était trop contents, dans le frigo on a versé les étages, leur petit déjeuner tout était en vrac le matin quand ils se levaient, et on pensait qu'ils adoraient ça, mais en fait ça se trouve pas du tout. Ils nous faisaient revenir quand même en vacances, donc je pense qu'ils aimaient bien. Mais voilà, j'ai toujours été animée par ce truc-là, d'apporter un peu de vie et de malice, quelque chose de cet ordre-là, dans l'accompagnement. Et que j'ai toujours un peu en moi, dans ma façon d'accompagner. Ah ouais. Ouais, un petit truc, un petit peu... je sais pas, une petite pointe, toujours un peu... de l'humour, on peut pas toujours en avoir, mais il y a quand même ce fond-là en moi.
Ouais. Un truc qui sort de l'ordinaire et qui va marquer. Ouais. Mais c'est un parcours et c'est une approche qui est unique. J'ai jamais. Enfin, les enfants, effectivement, c'est toujours. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation et beaucoup de. Quelque chose de l'ordre de. Dans quel milieu t'as vécu. Tu dis que t'étais quand même très entourée de ces personnes-là. C'était quand même beaucoup ton entourage. Ils étaient très présents, très visibles. Et a priori, tes parents, ils te laissaient faire parce qu'ils te faisaient confiance par rapport à ça, tu vois. Ouais. Combien de parents aujourd'hui ont des scrupules à emmener leurs enfants à l'EHPAD par exemple, ou etc. Même à Parce l'hôpital. que, oui, c'est ça. Alors après, effectivement, il y a le côté où l'EHPAD ou l'hôpital, ça peut être angoissant. C'est une réalité. Oui. Moi, je trouve que c'est plus angoissant quand tu vois pas. Tu vois ? Ouais. Parce qu'on imagine pire, surtout les enfants. Alors que si tu les emmènes, eux ils arrivent avec leur regard, tout est presque rigolo pour un fauteuil roulant. Moi ma fille elle fait maman regarde des roues. Enfin, je crois que c'est notre regard d'adulte des fois qui biaise. Qui biaise complètement, c'est ça. Et c'est une belle histoire en fait que tu partages parce que t'as eu ce regard d'enfant complètement neuf et naïf sur ce qui se passait en fait. Et t'as eu cet élan là en fait d'aller les voir et de juste relationner avec eux naturellement. Et ça c'est très beau en fait. Je trouve que c'est un beau cadeau et c'est on l'oublie, ce truc de naïveté, de simplicité à y aller, et parce qu'on se fait une montagne toujours des choses, parce qu'effectivement la vieillesse ça fait peur, bien sûr, la souffrance ça fait peur en particulier, et on n'est pas tous à l'aise et c'est ok avec l'idée, mais c'est un beau rappel de les gens qui souffrent, les gens qui sont malades, les gens qui sont en fin de vie, les personnes âgées, ça reste des humains, ça reste des personnes, ça reste des gens qui ont eu une vie, qui étaient enfants avant, qui étaient adultes avant, et faut pas l'oublier quoi. Ouais. Et puis surtout je trouve qu'ils ont une approche différente de par leur vécu, ils ont un recul, une hauteur. Moi j'aime cette lumière qu'ils portent justement. C'est ça qui m'attire quelque part. Moi je les trouve très lumineux de par tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce ils se sont relevés de tellement de choses, et ça c'est chouette. Ah oui, complètement. Ouais. Et c'est assez. Oui, je trouve ça assez dingue quand même de ce parcours. Waouh! Juste waouh! Et donc, du coup, t'as mis un pied dans la formation de façon un peu. On va dire par hasard, entre guillemets. Oui. T'avais cet objectif-là, du coup, d'accompagner. Oui, que j'avais déjà eu avant en voulant être bénévole dans une association. Oui. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je faisais mes FIV, je me suis posé la question de devenir bénévole pour la fédération Jalmalve. Donc, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et il y a une antenne à Bourges dont je fais partie aujourd'hui, mais avant, cette question s'était posée, et finalement je me suis dit, bon, je suis plus dans l'état d'esprit, j'essaie de donner la vie déjà. En parallèle, me former, ça c'était compliqué, et ça s'est représenté, et maintenant je le suis. Donc j'avais déjà cette idée d'accompagner en tant que bénévole, ce qui n'a rien à voir, parce que je suis dans une association, il y a un cadre. J'accompagne pas en tant que bénévole de la même manière que quand j'accompagne un particulier qui soit en deuil en fin de vie, ou que ce soit un aidant. C'est ça. Et donc du coup avec Marelle, tu accompagnes qui? Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est Marelle? À l'origine, déjà, entre le moment où j'ai créé Marelle au mois d'avril de l'année dernière, alors déjà pour expliquer le choix du nom Marelle, c'est vraiment la métaphore de la vie, de la terre jusqu'au ciel, le fait que parfois ce soit difficile, on le fait à cloche-pied, on peut se faire aider aussi si on a besoin. Donc moi j'aimais bien, c'était un peu une évidence ce nom. Et il y a une double évidence, c'est que c'est une chanson que je chante à ma fille depuis toute petite, le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, voilà, et que j'aime beaucoup, et je la chante encore à ma fille le soir, souvent avant de dormir. Donc voilà, évidence du nom. Et au tout début, quand je l'ai créé, pour moi, c'était vraiment l'accompagnement des personnes en fin de vie, les aider à créer un projet de fin de vie. Ça, je tiens beaucoup à cette idée du projet de fin de vie, se dire qu'on est en fin de vie, d'accord, on est malade, mais on est toujours en vie et on est toujours sujet. C'est ça. On n'est pas objet, et on peut mettre en place un projet, décider de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas, de ce qu'on veut transmettre, de ce qu'on ne veut pas transmettre, que ce soit patrimonial ou émotionnel. Donc ça vraiment, c'est un peu mon fil rouge, on va dire.
Et ma formation, elle formait aussi à l'accompagnement au deuil, mais c'est pas mon premier... comment dire, c'est pas ce vers quoi je suis allée, j'allais au début, mais je développe quand même cet accompagnement-là parce que je me rends compte que la fin de vie, c'est un deuil aussi. Que le deuil, c'est bien plus large que ce que j'avais imaginé. C'est faire le deuil d'une partie de sa vie, ça peut être ça, à plein de moments, même certaines personnes qui partent en retraite, la ménopause aussi, c'est une forme de deuil. Mais la fin de vie en particulier, donc pour moi, fin de vie, deuil, c'est hyper imbriqué, et les aidants aussi, parce que un aidant qui aide une personne en fin de vie est en deuil d'une ancienne vie et sera en deuil de son aidé. Dans 95% des cas, l'aidant se termine par un décès. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a cette partie-là d'accompagnement des particuliers, et se développe une partie de formation que je n'avais pas forcément imaginée, mais j'étais démarchée par des entreprises pour intervenir en entreprise, sensibiliser au deuil, à l'aidance, et j'ai aussi formé des soignants en soins palliatifs en fin d'année 2024 dans une clinique privée. Il y avait 12 soignants, 12 aides-soignants, ça a duré 2 jours. Et c'était hyper riche, hyper chouette, et j'aime beaucoup aussi traiter du sujet des soins palliatifs. C'est un sujet qui me passionne, les soins palliatifs, de manière générale. Ouais, je trouve que c'est effectivement hyper intéressant, et c'est fascinant cet espace-là du palliatif, qui véhicule aussi beaucoup de clichés. On en a déjà parlé dans le podcast. Ah oui, voilà, même chez les soignants, je vais me moucher, je suis désolée, parce que là, plus ça va, plus je parle du nez. C'est une catastrophe, je me dis dans le micro, ça va résonner, ça va faire... Attends, on va couper. Vas-y. T'es prête? On vous a dit, on vous a prévenu, c'est nature peinture. Voilà. Enfin, attends, j'ai plein de micros là. C'est bon. Donc oui, tu disais des clichés qui ont la peau dure en soins palliatifs. Oui, en soins palliatifs, mais oui, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast plusieurs fois. Mais encore une fois, ce parcours-là que tu as avec Marelle, il est super intéressant, il est fascinant parce que t'es parti sur une formation d'accompagnement au deuil, mais finalement... Au deuil à la fin de vie, l'Institut. C'est deuil, d'où la fin. Ouais, deuil, d'où la fin de vie. Ok. Parce que, effectivement, ça, c'est des choses dont on a un peu moins parlé quand même, je trouve, dans le podcast, donc on va aller plutôt par là. Cette relation entre le deuil et la fin de vie. Ouais. Alors, tu en as parlé, hein, effectivement, être en fin de vie, c'est faire le deuil de sa vie, de soi, d'une forme de soi, parce que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et c'est aussi le début du deuil pour les proches, c'est vraiment très 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 lié. Comment cette connaissance du deuil, de façon très générale, t'aide à accompagner les personnes en fin de vie? Bah, je pense que c'est pas évident, mais c'est le fait déjà de, rien que moi, de me référer à un certain nombre d'ouvrages tels que Christophe Fauré, évidemment, Vivre le jour le jour. Cet ouvrage-là, qui traite essentiellement du deuil et de ces fameuses étapes qui sont... je mets entre guillemets, mais même quand je l'écris, je mets entre guillemets, mais qui sont des indicateurs. Pendant un temps, c'était un peu exprimé à tort comme prescriptif, ces étapes, alors que ça reste une indication. Mais moi, je trouve que ça aide quand même à se positionner dans l'accompagnement, de constater qu'une personne, la personne en face de soi, par exemple, elle est en phase de colère, par exemple, voilà, ok. Mais de se former à savoir que cette colère, elle n'est pas dirigée contre soi, qu'il ne faut pas la prendre personnellement, enfin elle peut être dirigée contre soi, mais en réalité l'intention c'est pas, ça nous est pas destiné. Et bien oui, ça m'aide, tu vois, dans chaque étape, me dire comment on peut se positionner en face, comment on le reçoit, comment on peut accompagner. C'est toutes ces étapes-là du deuil, encore une fois entre guillemets, aident aussi à accompagner une personne en fin de vie qui passe par des phases de colère ou de déni, en se disant mais c'est pas possible, je vais guérir. Et moi, dans les accompagnements que je fais, je vois qu'il y a des personnes il y en a beaucoup qui pensent qu'elles vont rentrer chez elles et que ça va aller. Donc oui, énormément, y compris dans les derniers jours. Ah oui. Oui, beaucoup. Donc y en a. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, et je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce que on a aussi beaucoup de clichés sur le deuil et sur la fin de vie. Le deuil, c'est effectivement ces fameuses étapes par lesquelles il faudrait a priori passer
j'insiste sur le a priori, dans un certain ordre, avec un certain laps de temps, et si t'es au-delà, t'es fou, ou il faut que t'ailles voir un psy, etc. Non, ce n'est pas une réalité. Même si tu peux en témoigner, toi, du coup, ces phases? Ouais. Ah oui, clairement. Bah oui, je suis pas du tout passée par... Ouais. Vraiment, hein. Je pense que la première c'était l'acceptation, le soulagement. En tout cas, avec maman, ça c'était vraiment le... Ok, ça y est, c'est fini, on va pouvoir passer à autre chose, quoi. Ouais. Et alors que si on suit la courbe du deuil, l'acceptation, c'est la dernière phase. Voilà. Donc oui, non, il y avait quelque chose d'un peu... pas étrange, mais vraiment, j'ai fait tout... Alors, pas dans l'inverse, parce qu'il y a des choses... Il y a des choses où j'y suis passée, j'y repasse encore aujourd'hui, voilà. Ça va, ça vient. Oui, en fait, on vit avec. Voilà, il n'y a pas un point à... C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a tellement d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte que c'est impossible de se dire que tu es obligé de passer par la colère, le truc, etc., dans tel ordre et dans tel timing. C'est impossible. C'est impossible, vraiment. Ouais. Tu crois qu'il y a des gens qui sont en agenda de phase, de date à date? Oh là là. Je suis à la bourre là, je suis encore dans le déni. Bah dites-nous les auditeurs, les auditrices, dites-nous si vous tenez un agenda de votre deuil. Alors ça c'est aussi un carnet, voilà, on peut en parler, c'est un bel outil pour pouvoir s'accompagner soi et pour pouvoir, mine de rien, documenter son deuil. C'est très intéressant et c'est très apprenant. On peut faire de manière informelle aussi, parce qu'il y en a qui... il y a les carnets de deuil, développé par Madame Hano, je crois. Mais on peut aussi le faire soi-même, tenir un journal. L'association Happy and Life en Saradiou en a sorti aussi, que j'ai là d'ailleurs, qui est effectivement très cadré, où on pose une question, il y a des exercices à faire, il y a des choses, etc. Ça peut être effectivement complètement créatif. Et c'est en fonction de soi et de ce qu'on a besoin, de comment on fonctionne. Quoi. Mais ce que je trouve intéressant avec ce format, alors peut-être que je suis pas complètement objective sur le sujet, parce que ça fait 8 ans que je fais des carnets. Voilà. Donc je suis peut-être pas objective là-dessus, mais je sais que du coup pour avoir ce recul-là sur cette pratique, ça aide vraiment à comprendre et à apprendre comment on fonctionne, qui on est, quels attraits on a, qu'est-ce qu'on est capable de faire, etc. Et ça permet, mine de rien, par exemple, de péter des croyances. Par exemple, je sais que toute mon enfance, j'ai jamais fini un seul carnet. Et je pensais que j'étais pas capable de finir un carnet avec tout ce que moi j'avais en moi, en fait. Un carnet créatif avec des dessins, avec de l'écriture, etc. Donc je pensais que je n'en étais pas capable. Et quand j'ai commencé le bullet journal, et je me suis dit, putain, trop bien, j'ai réussi à finir. C'est hyper intéressant, mais est-ce que du coup, t'as compris pourquoi tu n'arrivais pas, ou tu ne voulais pas inconsciemment finir, tu vois, tous tes autres carnets? Est-ce que ça te ramenait à une notion de fin, tu vois, peut-être à laquelle tu voulais pas être confrontée, ou... Oh, c'est marrant. Non, mais tu crois pas? Ouais, c'est vrai. Je me suis jamais posé la question. Ah ouais? Carrément, je me suis jamais posé la question, parce que pour moi, c'était un exploit, tu sais. Et un truc de... je pense que c'était plutôt la question du sérieux, tu sais, de dire non mais je suis pas sérieuse, je suis pas assez sérieuse dans la vie pour pouvoir finir un carnet. Ah oui. Et là d'un coup, ce truc-là, je l'avais tout le temps avec moi. Tous les jours je l'ouvrais, tous les jours je faisais des petits dessins, je notais des trucs, je faisais mon planning, je mettais une liste, etc. Et comme du coup j'ai mis tous les projets de carnet que j'ai pu avoir dans ma vie dans un seul, et du coup j'y allais, j'y retournais et je dévorais le truc. En fait c'était vraiment mon point d'ancrage tous les jours, et c'est aussi grâce à ça que j'ai documenté mon propre deuil, parce qu'il y a un carnet en particulier, donc celui de l'année, parce que du coup c'était un peu le kiff de faire un carnet par an, où j'ai documenté et où j'ai par exemple découpé la vie de décès du journal de ma maman, que j'ai collé dans mon journal. D'accord. À côté de mon planning de janvier. Donc voilà, c'est une façon, ça a été une façon de marquer les choses.
Parce que, alors après, est-ce que c'était inconscient ou j'en sais rien, il y a eu une longue période où j'en ai parfois parlé aussi, une longue période dans mon deuil où je doutais. J'ai douté de la réalité du décès. Ah oui. Voilà, deuil pathologique, hallucination, tout ça, cauchemar, etc. Et tu avais vu ta maman Ouais, dans son cercueil et tout ça. Ok. Mais il y a eu une période où je n'avais qu'une obsession en tête, c'était d'aller rouvrir le cercueil pour vérifier qu'elle était bien. D'accord. Voilà. Ouais. Et ça, c'est hyper ça violent. Bah oui, c'est hyper violent, c'est hyper dur de se dire ok, en fait, j'ai peur qu'elle vienne et qu'elle toque à ma porte en mode coucou, en fait, c'était qu'une blague. Ah oui. 3-4 ans après, wow, c'est dur, c'est très très dur, mais c'est une réalité, on peut la vivre à n'importe quel moment. Alors il y a plein de facteurs qui peuvent amener plus ou moins à ça, notamment la maltraitance, notamment une relation complexe et ambivalente. Et ces traces de mon deuil, tout ce que j'ai pu mettre, toutes les notes, toutes les lettres, tous les dessins, etc. que j'ai pu mettre dans ce bullet journal, m'ont permis de me dire ok, si c'est encore réel, tu vois. De te raccrocher un peu à la matière. réalité aussi. Enfin, à la matière. Ouais, c'est pour ça que de rationaliser. Exactement. Et c'est pour ça que Cœur de tissu existe, c'est parce que j'ai eu besoin en fait de me raccrocher à cette matière. D'accord. Me dire ok, ce que j'ai vécu, ça a été réel. Ça s'est vraiment passé. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai fantasmé. Je suis pas folle, tu vois. Et de dire si. Ça fait presque penser au choc post-traumatique aussi, tu sais, de douter de la réalité. C'est ça, mais c'est ce qui s'est passé, hein, clairement. Hein. Bah oui. C'est ce qui s'est passé. Et ce qui a, je pense, encore plus ancré ce besoin d'être dans la matière, c'est que au moment où maman est décédée, ma soeur et moi, on était chez nos parents. On était revenus chez nos parents. Ouais. Ma soeur avait 19 ans, moi j'en avais 23. Ouais. Et on était un peu entre deux. La vie a fait que, pour mille et une raisons, moi j'avais plus de boulot là où j'habitais, donc je suis rentrée chez mes parents en me disant je vais prendre 1 ou 2 mois pour rebondir et puis repartir. Et en fait, finalement, ça s'est transformé en 6 mois d'accompagnement de fin de vie. Ouais. Voilà, qui a été très très violent, très très dur. À domicile. Et je sais plus, je crois que c'est 1 mois après que je sois revenue, ma soeur a débarqué. Elle, pareil, hein, des accidents de la vie, que voilà, c'est comme ça, ça arrive et c'est complètement ok. Et du coup, on s'est retrouvés, ma soeur et moi. Du coup Non. Non, mais voilà, c'est des choses qui... Non, mais dans le sens où c'était peut-être pas le hasard, le fait que finalement vous réunissiez. C'était dans ce sens-là c'est quand possible. j'ai dit un accident. Oui, c'est possible. Je vais me reboucher. Vas-y. Au pire, je couperai au montage. Ouais. Et c'est vrai, oui, la question se pose, hein. Des fois je me dis effectivement, on a senti le truc, on a peut-être senti le truc venir. Bah oui. Parce que, oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible, complètement. Parce qu'on s'est senti pas du tout à notre place d'un coup. Parce qu'on était loin toutes les deux. Ouais. Et qu'on s'est dit, bon. Et ça vous appelait pour vous réunir, peut-être. On ne saura pas. Ouais. Dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'on a été focus un peu autour de notre maman à ce moment-là. Parce que on n'avait pas d'accompagnant. C'était nous les accompagnants. Il y avait des soignants qui venaient à domicile ? Non, parce qu'elle refusait. D'accord. Donc on était seuls. Ah oui. On était très seuls. On était, donc il y avait ma soeur, moi bien sûr, il y avait son compagnon de l'époque qui est resté jusqu'au bout, qui a été super courageux par rapport à ça. Il y avait mon papa aussi qui nous soutenait, mais qui était un petit peu plus en retrait parce que c'était encore très difficile, parce qu'ils étaient divorcés, enfin c'était une relation complexe aussi. Et ouais, on a porté beaucoup de choses avec ma soeur sur le dos. Cet accompagnement de fin de vie, on avait 23 ans, 19 ans, voilà, de comprendre ce qui se passait, de voir la réalité, les médicaments, les impacts, les effets secondaires, etc. C'était très très compliqué, puis de la voir dépérir. Hein. Voilà, à chaque fois, tous les jours, il y avait un truc qui fonctionnait pas. Et se sentir impuissant en plus. C'est ça, de faire tout ce qu'on pouvait, etc. Et puis il y avait des jours où ça allait à peu près et on arrivait à passer du temps, à faire des choses encore chouettes avec maman, puis il y avait des fois où c'était pas possible. Impossible. Et puis elle était dure. Elle était méchante, tu vois, la douleur, la peur aussi, je pense que c'était compliqué. Il y a Tata aussi, donc la sœur de maman,
est venue beaucoup de fois pour essayer d'être là, d'être présente, de nous soutenir et tout ça, et puis elle de pouvoir aussi être là pour sa sœur, quoi. Donc ça a été un long moment, très dur, ça a duré à peu près 6 mois, je Donc crois. t'as été aidante en fait. Ouais. T'as été aidante. Et sur le moment tu t'en rendais pas compte, mais avec le recul, est-ce que maintenant tu identifies des phases aussi de ce deuil anticipé? Oui. Ouais. Oui, complètement. Mais je pense que c'est parce que la relation avec ma maman a toujours été complexe. Parce que c'était amour-haine, elle pouvait être très méchante, très très dure avec nous. On a subi pendant très très longtemps, et jusqu'au bout en fait, en vrai, de la violence psychologique. Et donc je pense que c'est pour ça que la phase d'acceptation et de soulagement, elle est arrivée tout de suite. Et oui. Parce que d'un coup, il n'y avait plus la souffrance. Ouais. C'était fini. Ouais. On pouvait passer à autre chose. Ouais. On serait plus confronté à sa souffrance à elle, à la nôtre, à tout ce qu'elle pouvait aussi nous infliger, nous dire, etc. Donc d'un coup, ça s'est arrêté. Et c'était bien, en fait. Et à un moment donné, on le savait. Et ça, c'est un truc que j'ai pas raconté, je crois, dans le podcast. Je me souviens pas. Mais je l'ai beaucoup raconté en vrai. Quand maman a été hospitalisée pour la dernière fois, je crois qu'elle est restée quasiment 3 semaines ou 1 mois à l'hôpital. Et parce que c'était plus possible. Ouais. C'était plus possible. Elle pouvait plus se lever. Et elle avait personne qui passait chez elle. Ah oui, moi, je travaillais, Lola travaillait aussi. Ouais. Et elle était toute seule en fait toute la journée, sauf qu'elle ne pouvait plus se lever, elle ne pouvait plus rien faire. À peine prendre ses médicaments, etc. C'était très très compliqué. Donc on l'a un peu forcée à aller à l'hôpital, à accepter son rendez-vous chez l'oncologue qui, quand l'oncologue l'a vu arriver, il dit on va vous garder. Voilà. Et en fait, à un moment donné, donc évidemment, on y allait tous les jours à l'hôpital pour voir comment ça allait, etc. On lui a fait passer des examens. Pendant à peu près 3 semaines, la médecin nous disait non, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine ou dans quelques jours, elle va rentrer à la maison. Nous, avec ma soeur, on était un peu non, il faut pas, surtout là, si vous plaît. Justement, ça nous inquiète. Oui, non, voilà, ne nous dites pas ça parce que ça va pas le faire. Ouais. Et en fait, je me souviens à un moment donné d'avoir vraiment ressenti beaucoup de colère par rapport à cette médecin et d'être allée la voir en lui disant en fait maintenant il faut que ça s'arrête. Oui. Dites-nous qu'elle va partir. Ah oui. Et d'avoir, je me souviens de cette réaction de cette médecin, de dire, d'être un peu surprise, parce qu'on est quand même des enfants encore, quasiment, d'être un peu surprise de cette question-là, et de cette... vraiment, je l'ai dit, mais en fait, il faut que ça s'arrête. Ouais. Il faut que ça s'arrête, on n'en peut plus, en fait. Dites-nous qu'elle va partir, on le sait, on n'attend que ça, il faut que ça s'arrête, il faut que ce soit maintenant, quoi. Et de la médecin un peu à la fois d'être surprise et à la fois de se détendre en mode oui les filles, je suis désolée mais il n'y en a plus pour longtemps. Ouais. Et là de dire oh, ok, on va pouvoir se détendre et là à partir de ce moment-là on sait ce qu'il faut faire. Donc on va agir, on va régler les dernières dettes par exemple. D'accord. Voilà, s'organiser, commencer à voir les obsèques machin etc. On le sait et on sait ce qu'il faut faire. Donc, à partir de ce moment-là, ça va en fait. Et tu crois que c'est le discours du médecin qui t'a aidé à avoir ce déclic-là, de te dire, bon, bah vraiment, là, elle... Oui, parce que comme le médecin, c'est toujours la figure d'autorité. Et oui, ça change un peu. C'est ça le problème avec la médecine, c'est que... je pense qu'intérieurement, on le savait. Oui. C'était la fin. Mais le fait de l'entendre, de cette autorité... Voilà, de cette autorité, ça déclenche effectivement, je pense, ça autorise. Ça autorise aussi. Ça autorise à agir, à projeter et à anticiper certaines choses pour que nous, du coup, on puisse vivre le mieux possible ce moment-là. Et donc oui, effectivement, ça a beaucoup soulagé, quoi. Même si le médecin, il le dit souvent en soins palliatifs, eux, ils peuvent pas estimer, ils peuvent pas dire votre maman va décéder pour 3 jours. Oui, jours. Bien sûr, tu peux jamais. Oui, le décès, va survenir, mais c'est compliqué d'évaluer une date précisément. Mais au moins, tu savais sur le principe que oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, ça a permis d'embrayer. Alors, c'est ça le problème, c'est que du coup, comme je pense qu'on était dans une situation physique, matérielle, psychologique qui était très compliquée, je peux pas dire précisément combien de temps il s'est passé entre le moment où j'ai poussé ma gueulante auprès du médecin, donc stop, dites-nous qu'elle va partir parce qu'on n'en peut plus, et le moment où elle est effectivement décédée, parce qu'il s'est passé énormément de choses entre ces 2 événements-là. Notamment le fait de devoir appeler la famille,
prévenir. Mais oui. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai pas racontées. Que j'ai C'est pas hyper réussi à lourd, en raconter. plus, Ouais. Bah, ça a été lourd parce que l'histoire de la famille fait que ma maman et sa maman à elle ne se parlaient plus depuis 7-8 ans. Et que donc, notre grand-mère savait, elle connaissait la situation, elle savait à peu près où est-ce qu'elle en était, etc. Et donc il a fallu l'appeler pour lui dire écoute, si tu veux revoir ta fille maintenant, c'est maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'était très compliqué. Ouais. C'est moi qui m'y suis collée. Et oui, t'es l'aînée, toi. Voilà. T'es l'aînée. Ouais. Donc c'est moi qui m'y suis collée et c'est vrai que ça a été très très dur parce que ça a été de la violence. Ah oui. Ça a été de la violence. De ta grand-mère, de ma grand-mère. Parce ça, que bah, ouais, hein. c'est logique, hein. C'est logique. Ouais, mais voilà, c'est vrai que pendant tout le parcours de la maladie de notre maman, on a entendu de la part de notre grand-mère, en parlant de sa fille, hein, je le rappelle encore une fois, bah c'est bien fait pour elle. Oui. Ce genre de choses. Oui, d'accord. Voilà. On n'était pas censé en parler, mais il se trouve qu'elle était au courant. Donc quand on allait voir notre grand-mère, ah bah il paraît que votre maman elle est fait ça. Bah oui, mais on n'est pas censé te le dire, on n'est pas censé en parler. Et oui. Enfin voilà, tout plein des relations très 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 complexes. Et donc cette grand-mère qui arrive à l'hôpital pour voir sa fille, qui rentre dans la chambre et qui déclenche du coup chez ma maman une réaction viscérale, hein, de non pas elle, je vais mourir, la panique, etc. Donc ça a été très compliqué. Et plutôt que de réagir en réassurant sa fille, elle s'est retournée vers moi, elle m'en a foutu une pleine tronche. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas me voir? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé, machin, etc. Voilà. Voilà. Et depuis ce moment-là, il a fallu en plus qu'on... Alors c'est pas moi qui m'en suis occupée, parce que moi j'étais un peu plus là, plus capable de faire les choses, mais il a fallu que le copain de ma maman de l'époque lui court après, pour qu'elle reste. Parce qu'elle était à deux doigts de... Voilà, elle était sur le départ, et c'était niette. Donc il a fallu qu'on lui dise, non mais en fait maman c'est stop, vous arrêtez, c'est votre fille, et elle va mourir. Voilà. Donc on était là, et du coup elle est restée. Elle est restée beaucoup, elle était très présente finalement, dans la chambre et en dehors. Elle était présente aussi dans son... Non. Ouais. Elle n'était pas là. Alors je peux entendre que ce soit hyper violent, hyper choquant pour elle, parce que c'est son enfant, qui est là dans un lit, qui souffre énormément, etc. Mais elle nous a pas décroché un mot. D'accord. Elle était présente tout le temps, voilà, c'est ça. De tout le temps où en fait on était là nous pour l'accompagner, organiser, pour préparer, pour anticiper, pour être là tout le temps, tous les jours, etc. Tout ce temps-là, elle était là, assise, et vraiment, hein, elle regarde dans le vague, et elle passait des heures comme ça, elle regarde dans le vague. Elle faisait comprendre qu'elle n'avait pas choisi d'être là, peut-être aussi. Je sais pas du tout, franchement je sais pas du tout. En tout cas elle n'a pas du tout été aidante par rapport à ça. Parce que vraiment, elle était... j'ai pas d'autre mot de dire absente, mais choquée. Ouais. Oui. Choquée. Oui. Vraiment choquée. Parce que je pense qu'elle s'est sentie peut-être aussi à un moment donné obligée. Parce qu'on lui a dit, en fait, là, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut réagir autrement parce que c'est les derniers instants où vous pourrez être là pour votre fille, quoi. Ah oui. Donc je pense qu'elle était très choquée, et puis elle sait pas, elle savait pas, elle a jamais su être là pour ses enfants, enfin voilà, donc c'était à la fois presque prévisible, mais c'est vrai que ça a rajouté un peu de souffrance par rapport à nous qui étions là pour voilà, encore une fois dire bon ok, et à tout porter, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à payer avant le mois prochain pour être sûr que ça passe pas, tu vois, sur la succession? Est-ce que qu'est-ce qu'on peut anticiper, et les chats, et enfin voilà, tout de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle veut aussi. Ça c'était une grande question qui était compliquée à aborder. À laquelle elle a pu répondre? Non. Très peu. Donc vous avez dû faire des choix? Ouais, et le peu de choix qu'elle a fait, qu'elle a réussi à verbaliser, on n'a pas pu y accéder. D'accord. Plein de raisons. D'accord. Donc ça a été aussi d'autant plus difficile. Mais ça c'était pour l'après, pour le coup. En fait, elle voulait pas grand chose. Hein. Elle voulait pas grand chose. Mais c'était pas possible. Les conditions faisaient que c'était pas possible. On n'y est pas arrivé. Ouais. On n'y est pas arrivé, c'est surtout ça. On n'y est pas arrivé.
Donc si, voilà, sur 5, on a eu 2, 2 ou 3. Mais c'est vrai que ouais, par rapport à ses dernières volontés, le peu qu'on a réussi à lui arracher, bon, quand même qu'on n'a pas fait quoi. Vous avez fait comme vous avez pu. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et c'est pas... Avec les moyens que vous aviez. C'est ça. Et c'est pas de notre fait. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est ça aussi qui fait que peut-être du coup c'est déculpabilisant entre guillemets parce que c'est pas de votre fait, vous pouvez pas. Oui, c'est déculpabilisant, mais il y a quand même de la colère. Parce que c'est de la faute de quelqu'un. D'accord. D'accord. Tu vois, c'est elle voulait être enterrée. Ouais. Et au pompe funèbre, on nous a dit on fait plus. Ça se fait plus. On fait plus d'inhumation ? Ouais. D'accord. Donc on est arrivé là. Mais c'était en France ? Ah oui, ouais, c'est vraiment là. On ne fait plus d'inhumation. On ne fait plus d'inhumation, on ne fait plus des enterrements, donc dans la terre. Ah donc nous, on est tombé un peu des nues, mais à un moment, on est décédé la veille. Vous faisiez que des crémations du coup ? Non, ils faisaient des inhumations en caveau. Ah oui, pardon. Seulement. Ok, j'avais pas compris. Plus dans la terre. Oui. Dans la matière terre. Oui. Donc on est un peu tombé des nues en se disant merde, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment machin ? Donc en fait, ça nous a obligés à investir dans le caveau. Je regarde là, parce que du coup, je parle, mais... Mais vous n'avez pas pu changer de pompe funèbre ? Bon, on s'est même pas posé la question. Ah ouais. De toute façon, dans ces moments-là... C'est ça. C'est une vraie problématique que j'ai pu aborder aussi, de dire, en fait, le rappel, c'est que si une pompe funèbre... on a le droit de changer, on est tellement mal dans ces moments-là que... puis c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Il y en a déjà peu. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut préparer. Ouais. Parce que quand ça arrive, au moins, il n'y a plus de questions. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été très étrange parce que, encore une fois, il a fallu qu'on soit hyper vigilante et hyper présente avec ma sœur et avec ma tata, parce qu'elle était là à ce moment-là. Quand on se rendait au pompe funèbre, en fait, il fallait qu'on demande et il fallait qu'on vérifie tout. La première fois, donc, on nous a dit on peut pas faire d'enterrement, etc., etc. Donc on a acheté un caveau, on a réservé un caveau, tout ça. Et en revenant, il se trouve que on n'a pas été prise tout de suite. Donc j'ai regardé. Je faisais le tour du magasin. Et du coup, je suis tombée sur d'autres catalogues qu'elle nous avait pas montrés. Ouais. Où il y a les enterrements. Et où il y a des cercueils moins chers. Et où il y a machin. Et là, cher. Alors. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. D'entendre ça ouais. Voilà, donc c'est en tout cas l'expérience moi que j'ai par rapport aux obsèques et à la mort, parce que j'en ai eu d'autres. Mais j'étais trop... T'as pas intérêt à m'enlever tes micros. C'est pas immédiat. C'est donc pas moi. Super. Non, tu vois. C'est un truc... Enfin, je sais pas comment dire. J'étais trop enfant pour comprendre, j'étais trop enfant pour être impliquée. Et le fait que ce soit ma maman et qu'on ait été seuls quasiment de A à Z, on était vraiment ma soeur et moi, et puis du coup mon papa et son conjoint. Vous étiez livrés à vous-même. On était livrés à nous-mêmes, on n'était pas préparés. Ma tata était là effectivement en soutien, mais elle a beaucoup souffert de cette situation-là aussi, bien sûr, comme tout le monde, c'est normal. Et c'est pas, enfin, il n'y a aucun reproche, tu vois, genre. Oui, bien on a sûr. vraiment fait de A à Z de tout ce qu'on pouvait. Mais c'est vrai que du coup, on a fait beaucoup avec ma sœur. Et ça nous a marqué énormément, quoi. Parce que, mais on en a beaucoup discuté aussi, c'est ça qui est chouette par contre. Avec ta sœur ? Avec ma sœur, avec ma tata, c'est qu'on a beaucoup discuté. Vous êtes toujours proches, toutes les trois ? Ouais. Et ouais, en fait, on arrive à comprendre ce que l'autre a vécu, on arrive à en parler, on arrive à faire des bilans. Des fois, on se dit, ok, bon, t'en es où par rapport à l'avant. Et c'est intéressant de voir aussi à quel point ça nous a impacté, quoi. Et oui. Pas forcément la mort en elle-même. Oui. C'est vraiment le avant, le après. Ouais. Parce que la mort, elle était inévitable et qu'on y était prête, en fait. C'était pas ça le problème. C'était tout le reste. Plus peut-être ce qui peut s'ajouter, on le voit dans les deuils, ce que tu disais aussi, les deuils pathologiques, ça peut être aussi la qualité du lien
que tu avais avec le défunt. Et ça peut quand même surajouter un peu la complexité. Tout ça. Bah, complètement. Il y a un peu de transgénérationnel, on peut Oh bah des constellations à faire. Oui, c'est ça. Je vais essayer d'ailleurs d'avoir une constellationniste et une psychogénéalogie. Ah, sur le ça m'a podcast. toujours hyper C'est intéressé les constellations. J'ai regardé une série, moi j'avoue, sur Netflix qui s'appelle Le chemin des oliviers. Regardez-la. Au début, je me suis dit non, mais attends, c'est quoi ce truc? Même mon mari il me disait, non, et finalement il était accro, il dit attends, regarde l'épisode Bah après. oui, bah bien sûr. C'est hyper intéressant. Ouais. Je pense. Je vais essayer de vous faire un épisode pour ça. Ah ouais, t'en connais un peu Oui, je pense que je cherche. Qui fait des constellations, parce que c'est pas évident de trouver un psycho-G qui fait de la constellation. Ouais. Mais si, je pense que j'ai une touche. Ok. Donc je vais voir. On pourra en parler Vous le si tu veux. saurez en suivant et en vous abonnant au podcast. Ouais. Et après, tu vas consteller peut-être. Peut-être. Oh bah écoute. J'ai déjà fait moi. Ah ouais pas en tant que personnage. Comment dire? Tu vois, t'as un personnage principal dans la constellation Oui. qui vient parce qu'il a une problématique et ensuite. Tous les personnages. Voilà. Voilà. Et moi, je l'ai fait dans le cadre de ma formation. Sur les derniers jours, on avait plusieurs ateliers, dont une journée de constellation avec une psychologue vraiment formée pour la constellation. C'est hyper important, je trouve, de le préciser, de le faire avec quelqu'un qui est vraiment bien formé, parce que ça peut avoir des conséquences pires que le mal. C'est ça. Comme tout d'ailleurs, mais faut faire attention. C'est ça. Et c'est puissant. Vraiment, même quand tu es un des pions dans le tableau, c'est très fort. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est un conseil que tu partages qui est valable pour n'importe quelle thérapie, n'importe quel thérapeute. Oui. Assurez-vous que la personne que vous allez voir, elle peut assurer si jamais ça se passe pas bien. Exactement. C'est vraiment hyper important. Ah oui. Ouais. C'est même essentiel. Même moi qui facilite des groupes de parole, enfin qui a été formée à la facilitation de groupes de parole, on nous l'apprend à gérer quelqu'un qui va peut-être décompenser en groupe de parole, comment on gère le groupe, la personne, comment on protège tout le monde. Ouais, quelle que soit la discipline, il faut savoir réagir de manière adéquate. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire décompenser? Bah, alors là, j'ai utilisé un terme qui est l'ordre de la psychiatrie, donc je ne suis pas, moi, professionnelle de la décompensation. Je pourrais pas l'expliquer, mais c'est un comportement c'est potentiellement quelqu'un qui, lors d'un... Alors là, si on prend l'exemple du cercle de parole, va surréagir à un mot qui vient d'être évoqué, une situation qui vient d'être évoquée, ça va faire écho en lui à ce qu'il a pu vivre, et il va complètement lâcher toutes ses barrières de protection, et il peut avoir une crise d'angoisse, il peut être agressif envers les autres. C'est comme lâcher une pression, en fait, cette décompensation. Et là, il faut savoir protéger la personne et aussi protéger les autres. Et nous, dans notre formation, on a appris ce qu'il faut faire, c'est vraiment appeler les secours, pour le coup. Oui, c'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est le genre de situation qui est possible et que n'importe qui peut vivre. On s'imagine que c'est toujours les autres, que nous, on vit toujours mieux que les autres, les choses, etc. Non. Ça peut nous arriver ça nous peut aussi. Ça peut vous arriver sans que vous en rendre compte, sans que vous compreniez ce qui vous arrive. C'est clairement moi ce que j'ai vécu aussi, quand je me suis mis à voir ma mère à la sortie de l'école où je travaillais. Je l'ai vu, oui. Tu la voyais vraiment, enfin tu la visualisais en partant de quelqu'un. Non, elle était là. Non, mais je veux dire, c'est pas une personne que tu voyais et que tu prenais. Alors ça, c'est arrivé aussi. Ouais. Ça, c'est arrivé aussi, mais là, non. En l'occurrence, ça me fait moi aussi souvent ça. De penser que la personne devant, c'est le défunt. C'est ça. Et ça fait une drôle de sensation. Ouais. C'est pas très agréable. Moi, je vais un peu vérifier, quoi. Je vais doubler. Oui, voilà, c'est bizarre, hein. C'est ça. Ouais. Et puis même, il y a des fois où cet effet-là, c'est marrant parce que on digresse complètement. Reste avec nous. Cet effet-là aussi, il arrive tout en étant persuadé que la personne, elle n'est pas du tout... Tu vois, on sait, et puis on se dit, putain, c'est marrant, elle a les mêmes cheveux que maman, elle est coiffée pareil. Ouais. Et du coup, tu la vois de dos et t'imagines que c'est elle, et tu observes comment... Ouais. Et ça, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange, mais... Jusque dans la démarche ou la posture, c'est semblable. C'est ça. Et ça, c'est dans les habits, c'est bizarre. Ouais. Ça fait un peu... Ça fait un peu et ça, je trouve que ça le fait longtemps. Ouais. Enfin, ça peut durer des années. C'est ça. Bah, ça m'est arrivé encore il y a 2 ans. Ouais, voilà. Ta maman, elle est décédée il y a 8 ans. Ouais. Bientôt. Donc, ouais. Donc oui, non, ça fait toujours un peu bizarre, mais il y a plein
y a plein de choses, hein. On parle aussi des signes qu'on peut recevoir. Oui. Voilà. Je l'avais évoqué une fois. C'est ça. Alors, les signes qu'on peut recevoir, c'est étrange. Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires de gens qui racontent que tous les X temps, ou quand il se passe un truc dans leur vie, ou quand ils sont stressés ou quoi, ils reçoivent un signe, et c'est toujours le même. Par exemple, une plume blanche qui arrive sur leur chemin. De mille et une manières différentes, et ils associent ça à un signe de leur défunt. Oui. Alors ça peut être une plume blanche, mais ça peut être un cœur, ça peut être une image particulière, un mot, un chiffre, ça peut être plein de choses. Et il y a des personnes aussi, ça rentre un petit peu dans la même catégorie, qui vont rapporter des histoires qui ont vu des manifestations, a priori surnaturelles. J'aime pas ce mot. Oui, qui ne semblent pas ordinaires. Voilà. Des perceptions extraordinaires. Ouais, c'est ça. C'est ça. Extraordinaire, Et donc, c'est ça qui, je pense, détermine si c'est un signe ou pas. La personne qui rapporte et qui a vécu cette expérience-là est persuadée que c'est telle personne qui lui a envoyé tel message. Tu crois qu'elle est persuadée? Parce que, si tu veux, je peux partager une expérience récente. Alors moi, je crois à tout ce qui est dans, en fait. Okay. Donc, j'ai pas de... Tu peux me raconter n'importe quoi. Ma question, ça va être, est-ce que ça t'aide? Oui, alors ok, c'est ok. Donc, mais j'ai pas de certitude. J'ai pas de certitude. Pour moi, les certitudes, c'est dangereux, quel que soit le sens de la certitude. Je vais aux obsèques de mon grand-père, donc fin décembre. Et c'était donc mon grand-père paternel, il avait 3 fils, dont mon père. Et juste après la mise en bière, on part en voiture et on suit donc le convoi. Et dans la voiture, mon père me dit, on a choisi la chanson préférée de papy pour la sortie de l'église, qui est La vie en rose d'Édith Piaf. Et d'accord. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'avant de prendre la voiture et de suivre le convoi, le monsieur des pompes funèbres nous dit « Est-ce que vous voulez qu'on passe devant la maison de votre grand-père ?» Et les enfants disent « Non, c'est pas la peine. » Sauf qu'ils ne savaient pas où était la maison de notre grand-père et qu'au final, ils passent devant parce que c'était le trajet pour aller à l'église. Okay. Et au moment où on passe devant la maison de mes grands-parents, il y a le convoi funéraire devant, on est derrière, à la radio. La vie en rose passe à ce moment-là. Et c'était la radio, enfin je veux dire, c'était je sais pas sur quelle radio on était, mais peu importe d'ailleurs la radio sur laquelle on était, la probabilité qu'au moment où on passe devant la maison, c'était pas prévu qu'on passe devant, qui est La vie en rose. Vraiment, dans la voiture, il y avait un grand silence, j'ai dit à mon père, je dis papa, t'entends? Il m'a fait un petit sourire, ouais, c'est dingue. C'est fou, ouais. Et mon père est pas du tout connecté, et moi ça m'a fait sourire, vraiment, j'ai trouvé ça trop beau comme moment. Et encore un signe de La vie en rose, là, il y a 15 jours, on va à un concert de musique classique à la Maison de la Culture. Et c'était de la musique très très classique, vraiment, moi que je connaissais pas des masses, c'était un peu long pour moi d'ailleurs. Et à la fin, le chef d'orchestre, il dit « Ouais, maintenant on va mettre un truc un peu moins conventionnel. » Et là, les lumières changent un peu, et devant moi, je vois une personne qui ressemble à mon grand-père de dos, vraiment. Et là, il joue La vie en rose. Ouais. Wow, ouais. Franchement, c'est incroyable. Ces 2 trucs avec La vie en rose, vraiment incroyable. Et t'arrives pas du coup aujourd'hui à... Et je vais pas me dire, c'est un signe... En tout cas, ça me fait plaisir. J'aime bien ce petit clin d'œil de malice, un peu, tu vois. En plus, mon grand-père, il est plein de petits clins d'œil comme ça, malicieux. Et je sais pas. En tout cas, je trouve ça chouette, c'est aidant, donc je prends le signe. Ouais. Et ça, c'est une belle expérience, tu vois. Je trouve que c'est... Ça, c'est quand même parlant, enfin, Ah bah, complètement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, un peu vulgairement, je trouve, les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Voilà. Bah, merci. Ouais. Et pourtant, moi, je suis pas... je le crains même, hein. Des fois, je dis, bon, par contre, les gars, personne vient me voir, on est d'accord. Ouais. Je t'aime très fort, mais laissez-moi essayer de dormir, tout ça. Donc, je suis assez craintive. Mais, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ouais. Mais finalement, si c'est ça, c'est bien. Ces petits signes-là. C'est ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup dans ces vécus subjectifs, le côté subjectif, le côté... c'est trop personnel, c'est trop intime. Bien sûr. Et c'est aussi quelque chose comment dire, des limites. Les limites qu'on a, nous. Ouais. Effectivement, cette peur, ça fait très peur.
de se retrouver face à un fantôme. Parce qu'on imagine, oui, on imagine ça en fait. C'est ça. Mais il y a des gens qui sont plutôt ok et qui ont vécu l'expérience d'une façon hyper lumineuse, hyper positive, en mode... En fait, voilà. Et puis finalement, c'est pas Casper le fantôme. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas sous cette forme-là, enfin, a priori. Voilà. Après, il y en a, je pense. Tu crois ? Il y a des histoires. Oh, il y a des histoires. Ah ouais ? Bah. Pour avoir. Alors, je vous invite à aller réécouter l'épisode avec Christophe le médium, avec Charlène la médium, qui raconte, en plus, sans s'être connue, sans se connaître du tout de leur façon de travailler. Écoutez ça direct sur Chemin du Roi sur moi. il raconte le même fonctionnement. D'accord. Et Charlène ne l'est pas, mais Christophe l'est, il est passeur d'âme. D'accord. Et il est souvent appelé sur des histoires très difficiles. On en parle dans le podcast. Oui. Mais c'est la réflexion vraiment qu'on a eue aussi avec Charlène en amont, puisque du coup j'ai vraiment fait le premier avec Christophe et après cette année avec Charlène. D'accord. On s'est dit, en fait, on n'attire pas du tout les mêmes choses. Ouais. Charlène est vraiment sur le contact défunt pour pouvoir aller de l'avant et accompagner le deuil parce qu'elle est accompagnante au deuil derrière. Christophe, il est passeur d'âme, il nettoie des maisons et des fois il raconte des trucs. Je vous invite à aller regarder Christophe Plateau sur Instagram. Ouf, bah il y a des posts. Ah ouais. Ça a pas l'air fun comme boulot. Waouh. Ah non, oui, il y a des choses, tu te dis, j'ai pas trop envie de vivre ce genre de choses là. Je sais que ça existe maintenant, j'en suis contente, mais après c'est un peu dans le spectacle, hein, c'est ce qu'on cherche aussi quand on va faire par exemple de l'urbex, quand on va faire des passages d'âme, etc. On aime bien ces histoires croustillantes un peu, des trucs, des meurtres. Oui, ça fait peur, donc voilà, on aime bien quand même. Voilà, mais il y a quand même... Vas-y. C'est pas une blague, hein, cette histoire de virus. Ah oui. Il y a quand même ce truc-là de... Il y a quand même ces histoires-là qui ont existé. Ouais. Donc on laissait des traces. Ouais, peu importe comment. On a même discuté de ça. Ça, c'était super intéressant. Je vous invite aussi à aller l'écouter, l'épisode avec Fabien, qui est généalogue, qui n'est pas psycho, mais qui est généalogue, qui est vraiment spécialisé dans la recherche et la construction de son arbre généalogique sur des générations. Et en fait, il a expliqué... Alors, il ne l'a pas expliqué dans le podcast, mais on le sent bien et on sent très fort l'impact que cette histoire-là a eu, alors que c'est des générations avant lui et qu'il n'était pas au courant du tout, qu'il n'avait pas de contact particulier avec cette partie-là de la famille. Oui, il y a eu une histoire, effectivement, très très sombre, donc comme il n'en a pas parlé, je pense qu'il n'a pas envie que je la raconte, mais il me l'a raconté après, une histoire qui est très 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 sombre, et qui a eu un impact sur toute sa famille. Ah ouais. Et même dans sa vie, dans ce qu'il peut vivre aujourd'hui, dans son corps aussi. Et ben c'est des choses qui ont un impact, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant de voir et de sentir à quel point ça peut se transmettre et impacter. Impacter toute une famille, même éloignée. Ah oui, oui. Et même de se poser la question sur soi-même, dire si ça se trouve, il y a des dingueries aussi de mon côté, je le sais pas, et je le porte quand même inconsciemment sur moi. Et bah, comme je le sais pas, je peux pas mesurer l'impact que ça peut avoir, tu vois. Mais c'est impressionnant. Ah oui, oui. D'où la psychogénéalogie. Ouais, voilà. Voilà. Comment on en est arrivé à tout ça? C'est ce que j'allais dire. J'ai dit, est-ce que je relance ou est-ce que ça va? Ouais, ça fait une heure. Ah ouais, d'accord. Ça fait une heure. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ou d'autres histoires que tu aurais aimé partager ou des messages que tu voudrais faire passer là, comme ça, spontanément, au monde? Non, je vois pas, à part dire que mon film préféré, c'est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et je crois que ça, c'est une information importante. Dans la façon d'apprécier la vie et les petits plaisirs, plonger sa main dans un sac de grains, tout ça, pour moi, ça c'est quelque chose qui me suit depuis toujours et qui joue aussi dans mes accompagnements beaucoup. Voilà, et je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, récemment, et je l'aime toujours autant. Non, autre message, non, C'est un beau message, Amélie Poulain. Ouais. Moi, c'est un message qui résonne très fort, en tout cas. Et
Je me souviens du jour où je suis allée le voir au cinéma, ça a changé ma vie. Ouais, Ah j'avais ouais. 14 ans et je suis sortie et j'étais pas la même, vraiment. Ah ouais. Je me suis dit, ah ouais, mais ça peut être comme ça aussi, la vie. Mhm. Et je crois que ça faisait écho un peu aux personnes âgées que j'allais visiter. Amélie Ouais. Poulain, quand elle a traversé l'aveugle et qu'elle lui dit le prix au kilo du melon, etc. Et il y a une forme d'accompagnement déjà Mhm. chez elle. C'est vrai. Oui. Et de vouloir simplicité. illuminer aussi la vie de son voisin, Simplicité. et de simplicité aussi naïve, dans les petits plaisirs. Ouais. Trop bien. Merci Voilà. beaucoup. Merci à toi. Merci. On a passé. Je m'attendais pas à ce qu'on aille par là, vraiment, sur cette Tu vois, finalement, je suis épisode-là. arrivée en te disant, attends, en fait, finalement, c'est moi qui vais t'interviewer. Grave. Tu m'as dit, non, Et c'est puis, déjà finalement, fait. si. Bah, on l'a un peu fait, hein. Ouais. Et puis on n'est pas du tout allé. Enfin, aucune interview sera jamais la même de toute façon. Non. C'est le moment, c'est l'instant, D'ailleurs, c'est la personne. Oui, c'est- on le referait demain, on dirait pas la même C'est chose. ça. Et puis on parlerait même pas des mêmes sujets, je pense. Non. Parce qu'il y en a tellement. Ouais. Le deuil, la fin de vie, Ouais. la vieillesse, les soins, Les aidants, les soins palliatifs. Bref. Ouais. On pourrait faire un millier de podcasts. Et tu Oui. pourrais toi-même faire un podcast. Oui, je pourrais, mais étant donné que je pensais que ça c'était un pinceau de maquillage jusqu'à il y a très peu de temps, je pense que j'ai un peu de taf avant de faire un podcast. On sait jamais. En On tout sait cas, jamais. Il y en a je qui vous partent de loin, mais Oui, c'est vrai. En tout cas, si vous avez envie que Lorraine fasse un podcast un jour et que vous avez envie de l'écouter, je vous invite à aller tout simplement sur Instagram. Je vous mettrai je vais y arriver. Je vous mettrai toutes les informations dans la description comme d'habitude. Je vous invite du coup à aller la rejoindre sur Instagram. T'as un site internet aussi. j'ai un site internet Où, qui explique bah, un peu tout ce que je fais, tous voilà. les accompagnements, les formations. Voilà, c'est ça. Et puis on se rejoint aussi sur Instagram, évidemment. Si vous en voulez plus et si vous voulez que Lorraine revienne, par exemple, pour parler notariat, ou pour parler soins palliatifs, Ouais. ou pour parler... D'un sujet en partie, ouais, ça peut être Voilà. des formations, des aidants, j'ai plein de choses à dire, du deuil en entreprise aussi. Oui, aussi, ouais, ça c'est important. Ouais, oui, Mm. il y a plein de choses à mettre en place et il faut aussi lever les tabous entre collègues et on voit que c'est pas évident mais ça fait beaucoup de bien quand on le fait, même quand je vais en entreprise une demi-journée, on sent qu'entre les collègues il y a quelque chose qui a bougé, la Ouais. confiance aussi. Bref, si vous voulez qu'on parle de tout ça sur le podcast avec Lorraine, et vous nous écrivez sur Instagram, sous les podcasts, dans les commentaires. Bref, vous nous contactez, vous nous posez aussi toutes les questions que vous avez besoin de nous poser, parce que c'est aussi ça l'objectif du podcast, hein, c'est de vous donner de la ressource pour vous questionner et pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer. Donc voilà, et puis je ne vous le dirai jamais assez, partagez ce podcast. Et d'ici la prochaine fois, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.